militaire en ce moment en Ukraine. Autre titre, il était l'une des dernières grandes figures de l'histoire du XXe siècle. On a donc appris hier la disparition de Mikhaïl Gorbatchev à l'âge de 91 ans. Il était le dernier dirigeant de l'URSS et l'artisan du rapprochement Est-Ouest, reconnaissable avec sa célèbre tache sur le haut du crâne. Claire Vérov. De Mikhaïl Gorbatchev, l'on retiendra surtout cette séquence historique. Je mets un terme à mes fonctions de président de l'Union soviétique. Le 25 décembre 1991, il signe sa démission et du même coup la fin de l'URSS. En seulement 6 ans de pouvoir, Mikhaïl Gorbatchev a transformé son pays et changé le monde. Pour moi, c'est un grand homme de l'histoire, ce Gorbatchev. Je crois qu'il a été quelqu'un qui a laissé la Russie un peu plus libre qu'avant. La perestroïka, la transparence, le changement des relations entre l'Est et l'Ouest. La reconstruction et la transparence. Quand Mikhaïl Gorbatchev prend la tête de l'URSS en 1985, il rêve de sauver le régime soviétique par la démocratisation. Il lance sa réforme de la perestroïka et libéralise l'économie. Sa politique de la glasnost lève le voile sur les crimes du régime. Mikhaïl Gorbatchev retire ses troupes d'Afghanistan. Surtout, il est l'homme du rapprochement avec l'Occident. En 1987, il signe avec Ronald Reagan l'un des plus importants traités de désarmement de la guerre froide. Les dirigeants occidentaux rendent aujourd'hui hommage à un leader rare, selon Joe Biden, un homme de paix pour Emmanuel Macron. Bâtisseur de la paix ou fossoyeur de l'Union soviétique. À la chute du mur de Berlin, Mikhaïl Gorbatchev ne s'oppose pas. Dans son pays, il est impopulaire, sifflé sur la place rouge lors du défilé du 1er mai 1990. Après la dissolution de l'URSS, il peine à exister sur la scène politique russe. Marginalisé, il n'hésite pas à tourner dans une publicité pour une marque de pizza américaine. Critique vis-à-vis de Vladimir Poutine, Mikhaïl Gorbatchev s'est pourtant abstenu de commenter l'offensive russe en Ukraine. Sa dernière apparition à la télévision date d'il y a quelques mois. Un homme affaibli, mais prêt à défendre jusqu'au bout sa vision du monde. Voilà, j'accueille nos invités. Bonjour Juliette Cadio. Bonjour. Historienne, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, spécialiste de la Russie impériale et soviétique. J'accueille également Christian Maigrelis. Bonjour. Ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Juliette Cadio, on a vu les hommages se multiplient au niveau de l'Occident. Quelle trace, selon vous, Mikhaïl Gorbatchev va laisser dans l'histoire ? Alors dans l'histoire, il est évident qu'il a une influence absolument cruciale. Alors comme quelqu'un qui en fait a été élevé et en fait éveillé politiquement dans les années 90, c'était la personne qu'on voyait plus à la télévision et qui avait mis fin d'une part à la guerre froide et qui avait permis à l'Europe de l'Est, donc à tout le bloc de l'Europe de l'Est qui était sous l'égide de l'Union soviétique, de se libérer et d'acquérir le multipartisme, puis de sortir du giron soviétique et de devenir démocratique, puis de rejoindre l'Union européenne. Donc, pour les Européens, pour le monde occidental, c'est une figure extrêmement populaire et qui était très visible dans les médias et très aimée dans les médias. Christian Maigrelis, Mikhaïl Gorbatchev, c'est l'homme de la fin de la guerre froide avant tout? Oui, je crois qu'il restera dans l'histoire comme l'homme qui a terminé la première guerre froide. On ne sait pas ce que va devenir la situation actuelle et si nous allons tomber dans une seconde guerre froide. C'est l'homme qui a libéralisé l'Union soviétique et c'est l'homme qui a essayé la démocratisation de ce pays qui n'avait jamais été démocratique de son histoire. Christian Maigrelis, je rappelle que vous étiez le seul conseiller non russe au moment de l'effondrement de l'URSS. Vous étiez aux côtés de Mikhaïl Gorbatchev à ce moment-là. Comment avez-vous vécu ce moment historique? On l'a vécu difficilement. On n'avait pas compris ce qui se passait. Et pourtant, le Premier ministre, Valentin Pavlov, était un ami personnel. Il n'en avait jamais parlé. Et il s'était retrouvé embarqué dans l'affaire par le KGB. On a donc été surpris parce que les choses allaient bien.
la population était satisfaite des réformes qu'on avait apportées. Les nations étrangères étaient bonnes, avaient d'excellentes relations avec l'URSS, et tout paraissait donc partir d'un bon pied. Et malheureusement, ce putsch un peu misérable a fait dérailler les choses et a provoqué le naufrage de l'Union soviétique. Pourquoi ce putsch a-t-il eu lieu? En fait, c'est un putsch qui a été organisé par une petite faction dirigée par quelques conservateurs du KGB qui avaient peur de voir échapper le pouvoir qu'ils avaient. Et Gorbatchev a commis l'erreur de ne pas s'occuper sérieusement de ces gens-là. Il avait les moyens de les connaître, il les connaissait pour la plupart. Il avait les moyens de savoir comment ils complotaient, mais il a négligé de le faire parce qu'il pensait que ça n'était pas possible, il a représenté tellement dans l'histoire russe, dans l'histoire soviétique et même dans l'histoire globale de la planète que personne ne pouvait le renverser. Il s'est fait beaucoup d'illusions sur sa situation interne. Autant il s'est occupé de politique étrangère de façon extrêmement brillante, autant la manière dont il a vendu la perestroïka à l'intérieur de l'URSS a été catastrophique. Juliette Cadio, on voit les hommages d'Emmanuel Macron, de Joe Biden. On a le sentiment que c'est quasiment une idole en Occident. Et il est peu populaire en Russie. Comment on explique ce contraste? Alors il faut se souvenir qu'en Russie, d'une part, les années Gorbatchev, il a été à la tête de l'Union soviétique très peu de temps. Ça n'a duré que 6 ans. Des années absolument charnières. Et il s'est illustré dès le départ par un certain nombre de réformes qui ont été très coûteuses pour la population. C'est-à-dire, il a essayé de réduire la consommation d'alcool, puis de fait, le prix du pétrole étant très bas, la population avait du mal à vivre. Simplement à se nourrir, et donc il est quand même identifié à ce début de la crise qui avait commencé déjà avec le Brejnev, mais qui va encore s'accélérer des années 80, fin des années 80 et années 90, et c'est une des figures qui est identifiée avec Eltsine, avec ces années absolument terribles dans la vie quotidienne des Russes. Donc ça, c'est un premier élément. Ça, c'est, disons, surtout pour la population russe. Mais pour les élites russes aussi, il est identifié à la fin de l'URSS, c'est-à-dire à la destruction et à la désintégration de cet empire dont faisait partie à l'époque, donc comme on le sait très bien maintenant partout dans le monde, l'Ukraine, les pays baltes, les pays d'Asie centrale et le Caucase. Les 15 républiques, en fait, sans que Gorbatchev ne le veuille, se sont détachées de l'URSS parce qu'elles en avaient aussi le droit par les constitutions, sans que ça crée de grosses déflagrations, ce qui a été aussi mis à crédit de Mikhail Gorbatchev, parce que tout le monde craignait en 1989, 1990, 1991 qu'il y ait des pogroms, il y a eu quelques morts, mais beaucoup moins que ce qu'on craignait à l'époque, ce que les contemporains craignaient. Et donc Gorbatchev, pour les Occidentaux, est vu comme celui qui a permis en fait une transition relativement facile, mais il est vu par un certain nombre de Russes comme celui qui est le fossoyeur de l'Empire. Évidemment, c'est une critique qu'on imagine M. Vladimir Poutine peut lui faire actuellement. Christian Maigrelis, hommage peu appuyé, on va dire, de Vladimir Poutine ces dernières heures, service minimum pour l'actuel président russe. Comment vous l'analysez? Oui, il n'a pas envie de ramener la figure de Gorbatchev dans l'actualité. C'est bien sûr le dernier secrétaire général du PCUS, donc il faut faire un minimum. On fait le minimum et on n'en parlera plus. Voilà. Ils ne s'entendaient pas, Poutine et Gorbatchev n'avaient aucun point commun. Aucun point commun. C'était des gens qui ne pouvaient pas se comprendre. Il y avait la génération, mais le plus vieux n'était pas le plus conservateur. Voilà. Juliette Cadio, Poutine, c'est l'anti-Gorbatchev, pour reprendre un peu les propos de Christian Maigrelis, avec deux visions du monde qui sont opposées?
Alors concrètement, on sait plusieurs choses en fait sur les opinions de Gorbatchev jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il a encore publié un livre l'an dernier. Donc c'était quelqu'un de très actif qui continuait, malgré son isolement en Russie, à commenter. Je pense en particulier à des il y a eu des documentaires assez récents, intéressants sur la fin de sa vie. Et donc, il avait pris la parole. Donc, il avait essayé de revenir en Russie. À l'actualité, il avait essayé d'être élu président en 2006. Il a eu quand même 0,5% des voix, ce qui n'est pas énorme. Donc, son opposant était déjà Vladimir Poutine. Et puis, en 2011, quand il y avait eu beaucoup de manifestations au moment de la succession entre Dmitri Medvedev et Vladimir Poutine, il avait émis un certain nombre de critiques, en particulier sur le caractère peu démocratique, centralisateur sur le style de pouvoir de Vladimir Poutine. Par contre, en 2014, il ne s'était pas opposé du tout à l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine. Donc, encore une fois, cette idée, son rapport à ce que fut cet empire, ce que fut cette grande Russie ou cette URSS avec les 15 républiques, reste ambivalente. Donc voilà, donc un rapport ambivalent tout de même. Christian Maigrelis, vous avez eu l'oreille de Mikhaïl Gorbatchev pendant plusieurs années. Je rappelle que vous avez été l'un de ses conseillers les plus proches. Au-delà de son image médiatique, quel homme était-il en coulisses? En coulisses, il ressemblait beaucoup à ce qu'il était en public. C'est un homme qui n'avait pas une double personnalité. Il était assez distant, assez réservé. Mais c'était un homme sincère et lorsqu'il disait quelque chose, on pouvait compter sur lui. Et il avait eu deux grandes qualités que n'ont pas son successeur. La première, c'est de connaître les problèmes, d'entrer au fond des problèmes. Et la deuxième, c'est d'avoir une vision qui était une vision réaliste de l'avenir de l'URSS. Alors je voudrais en profiter pour régler un point qui me paraît important, qui est loin d'être un point de détail sur la réputation de Gorbatchev. Tout le monde dit que Gorbatchev a détruit l'Union soviétique. Or, il faut se rappeler que l'Union soviétique a été détruite par la signature de Boris Yeltsin, pas par la signature de Gorbatchev, et que jusqu'au dernier moment, Gorbatchev a essayé, au contraire, de laisser l'URSS se développer et rester unie. Ça a toujours été son point focal. L'URSS est un grand État, une grande nation, et il ne faut pas la diviser. Alors que Yeltsin, pour des raisons de pure politique intérieure et pour pouvoir avoir la majorité au Parti communiste de la Russie, être le patron de la Russie, a préféré jouer la carte de la dissolution, puisque la dissolution a eu lieu à la suite de la rencontre des trois secrétaires généraux des trois républiques principales qui étaient l'Ukraine, la Bélarusse et la Russie, pour dissoudre, pour annuler la convention de 1922 créant l'URSS et qui avait été signée par Lénine. Les réactions en Russie à présent avec notre correspondant sur place, Luc Lacroix. Depuis des années, Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'époque de la guerre froide encore en vie, vivait retiré. Il était gravement malade, un état qui avait encore empiré ces derniers mois. Il ne s'est d'ailleurs jamais publiquement exprimé sur ce que les Russes appellent officiellement l'opération militaire spéciale en Ukraine, mais cela faisait déjà des années qu'il ne jouait plus aucun rôle actif sur la scène politique russe. Surtout, il était une figure impopulaire en Russie, d'abord parce que la fin de la guerre froide coïncide pour les Russes avec le début d'années de chaos, l'effondrement du pays, des années qui ont été très difficiles à vivre, qui sont un mauvais souvenir. Et puis aussi, certains Russes lui reprochaient une certaine faiblesse supposée face aux Occidentaux. Juliette Cadio, cette déclaration, cette réaction d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, Gorbatchev meurt alors que la démocratie est en échec en Russie. Il y a ce parallèle un petit peu historique qui interpelle aujourd'hui. Oui, il y a ce parallèle qui interpelle parce que
Pour de très multiples raisons. D'une part parce qu'en effet, le projet de Vladimir Poutine semble en partie de vouloir reconstituer la sphère d'influence russe, voire d'intégrer l'Ukraine, donc aller contre les conséquences de la politique de Gorbatchev. Le fait aussi que jamais la Russie a été autant en tension, voire presque en guerre contre l'Europe, ce qui est évidemment le contraire du projet de Gorbatchev. Et c'est pas complètement anodin, puisque pour les Allemands, évidemment, Gorbatchev est celui qui a permis la réunification des deux Allemagnes, de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, et donc il a une place particulière dans l'histoire de l'Allemagne telle qu'elle s'est redéfinie à partir de 1989. Et Christian Maigrelis, la mort de Gorbatchev, c'est aussi cette partie de la Russie tournée vers l'Ouest, tournée vers l'Occident qui disparaît. Elle ne disparaît pas. Disons qu'une figure disparaît. Une figure dont l'importance était très relative au cours des dernières années. Il y a toujours eu en Russie cette opposition entre les Européens et les slavophiles. Actuellement, on est à l'ère des slavophiles et c'est inquiétant pour toutes les raisons que vous connaissez. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ces témoignages sur la mort de Mikhail Gorbatchev. Voilà, 17h34.